Bienvenue sur Mediatico.fr dans cette émission Stratégie durable qui fait le point sur la stratégie en matière de développement durable des grandes entreprises françaises. Et aujourd'hui, nous sommes avec la directrice du développement durable de Suez, Hélène Valade. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Suez. Je vous en prie. Siège. Alors, Suez en deux chiffres, c'est plus de 85 000 collaborateurs, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vos métiers principaux, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, un petit peu d'énergie renouvelable aussi en production. Et dans ce monde qui change, Suez vient d'adopter une nouvelle feuille de route pour la période 2017-2021 qui place le développement durable au cœur de votre stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route ? Une vision. Une vision qui permet à l'entreprise de se projeter dans l'avenir, vous l'avez dit, jusqu'en 2021. Nous sommes face à des défis absolument immenses quand on additionne l'impact du réchauffement climatique à l'augmentation de la population mondiale, au taux d'urbanisation qui aussi va très très vite en augmentant. Tout cela a des impacts sur les ressources. Les ressources, elles se raréfient. De quelles ressources parlez-vous ? L'eau, par exemple. L'eau, on s'achemine vers des période de stress hydrique dans un certain nombre de pays dans le monde. 40% de la population mondiale en 2030 sera affectée par cela. Stress hydrique, ça veut dire qu'on manque d'eau, on n'a plus d'eau. On manque d'eau pour l'alimentation, on manque d'eau aussi pour l'agriculture, pour le développement industriel, ou alors on a trop d'eau. Alors là, ce n'est pas du stress hydrique, mais c'est un risque d'inondation, par exemple, qui affecte notamment les villes et qui peut causer des dommages extrêmement importants pour les villes, pour la population, etc. Donc c'est ce dilemme, trop d'eau ou pas assez d'eau, ça c'est un impact du réchauffement climatique sur les ressources. Mais quand on pense à la raréfaction des ressources, il y a aussi d'autres ressources qui vont manquer, notamment des métaux, un certain nombre de métaux comme le cuivre, comme l'étain, dont on sait bien qu'ils vont se tarir à partir d'années qui ne sont pas aussi lointaines que cela dans le temps. Donc tout cela converge pour dire qu'il faut faire attention à ces ressources. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les économiser et ça veut dire donc recycler les choses et les valoriser. Et une feuille de route, c'est quoi ? Au fond, c'est une mécanique qui permet d'accélérer une transformation dans une entreprise. En tout cas, c'est notre façon de faire et c'est pour cela que nous l'avons orientée vers la révolution de la ressource. Donc cette feuille de route, elle est en train de transformer Suez de l'intérieur. Elle transforme Suez de l'intérieur, elle continue à transformer Suez. Encore faut-il après avoir les moyens que tout cela descende au plus profond des métiers. C'est à cela que sert au fond une feuille de route, puisqu'elle consiste à afficher une ambition, mais aussi des plans d'action avec des objectifs qui sont donc datés, chiffrés et qui permettent de baliser le chemin jusqu'en 2021. C'est rassurant en même temps pour une entreprise parce que ça donne une vision de l'avenir et du terme vers lequel on se dirige. Et donc c'est rassurant pour les collaborateurs parce que ça les mobilise. Vous les emmenez. Absolument, ça les sur embarque. Cette stratégie-là. Absolument. Quels sont les engagements ? Vous avez 17 engagements. Quels sont les principaux ? Citez-en 3 ou 4. On a 4 grandes priorités dans cette feuille de route. La première, elle concerne l'humain. Au fond, Suez, on a envie d'être dans du bien-être dans Suez. Donc ça concerne le fait d'être une entreprise à la fois ouverte, collaborative et responsable. On sent bien qu'on ne peut plus être seul pour répondre à un certain nombre de défis ou même pour promouvoir des solutions. L'économie circulaire, c'est ça, c'est faire du collaboratif avec différents types d'acteurs sur un territoire donné pour pousser justement ce modèle qui est plus respectueux des ressources naturelles. Et à l'extérieur de l'entreprise, quels sont les engagements que vous prenez qui sont datés et chiffrés auprès de vos clients, auprès de vos parties prenantes ? Deuxième priorité, c'est justement ça, c'est être le leader de l'économie circulaire et bas carbone. Vous n'êtes pas déjà ? On veut l'être encore plus et dans le plus grand nombre de pays possible. Pour être véritablement leader, il faut s'occuper de son empreinte carbone, favoriser celle de nos clients et aller maximiser toutes les solutions d'économie circulaire. Des engagements chiffrés, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030, ce qui correspond à 10% en 2021. Faire éviter les émissions de gaz à effet de serre à nos clients, 60 millions de tonnes de GES évitées en 2020, voilà notre engagement. Et puis, bien sûr, maximiser la production de matières premières secondaires, plus de 20% en 2021. Pareil pour l'énergie renouvelable, à partir de nos métiers traditionnels, j'ai envie de dire, l'eau, les déchets sont des sources d'énergie renouvelable, augmenter donc cette production de 10%. Et puis l'eau, bien sûr, comment peut-on, au fond, inventer d'autres
d'autres types d'eau, ce qu'on appelle des eaux alternatives, pour qu'on n'utilise pas l'eau potable à tous les usages. Le dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de Vous mer, travaillez là-dessus. on travaille absolument là-dessus. C'est énergivore d'une Alors, manière considérable. ça c'est un dilemme, c'est ce que j'appelle un dilemme. Et on aime bien à Suez poser les dilemmes sur la table, en discuter avec vous, avec nos parties prenantes. Effectivement, on apporte une solution à un enjeu. Technique. L'eau. Hein, et donc voilà, on maximise la disponibilité de l'eau grâce au dessalement, et en même temps, on crée un problème, puisque effectivement c'est énergivore et donc émetteur de gaz à effet de serre. Donc comment faire pour réduire ce dilemme? Travailler sur l'énergie, c'est-à-dire réduire au plus possible la consommation, ça veut dire améliorer le fonctionnement des usines de dessalement, et surtout peut-être utiliser de l'énergie renouvelable. Donc comment par exemple une usine de dessalement peut être couplée en termes de proximité géographique avec de l'éolien, du solaire, voire de la valorisation énergétique des déchets. On ne le fait pas encore partout, mais c'est notre axe de recherche et c'est ça notre volonté pour l'avenir. Un autre enjeu majeur que j'ai vu dans votre feuille de route, c'est la gestion du plastique. Vous avez un objectif très ambitieux en matière de réduction du plastique. Multiplier par 2 le plastique recyclé, absolument. C'est un enjeu immense qui est à la fois un enjeu de comportement et puis évidemment un enjeu industriel. Donc le plastique qui est déjà collecté dans les réseaux de Suez, c'est cette partie-là parce que vous n'allez pas multiplier par 2 le recyclage des plastiques dans le monde entier. Non, mais en revanche, ça veut dire agir en amont et agir en aval. En amont, c'est aller chercher le plus possible les flux de plastique. Par exemple, on sait malheureusement qu'il y a beaucoup de plastique sur les plages, hein, puisque c'est d'ailleurs une des conséquences de la pollution des mers et des océans. Et là, on retrouve votre aspect collaboratif. On le fait avec des ONG, on le fait avec nos salariés, on incite à cela. C'est-à-dire comment un salarié de Suez peut, via une association, effectivement, contribuer à ce type d'action. Et comment peut-on, à partir de ce plastique qui va être récolté, le recycler? Et vous savez qu'on a en ce moment un partenariat qui permet de transformer ce plastique en bouteille de shampoing qui est donc fabriquée à partir du plastique recyclé. Un partenariat avec qui? Avec Procter & Gamble et TerraCycle, qui est cette plateforme qui nous permet justement de faire le lien entre ce travail associatif et Procter & Gamble. C'est quelque chose dont on est très fiers parce que ça permet d'embarquer, là pour le coup, tout un tas d'acteurs sur un sujet qui est absolument essentiel. On se mobilise beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les océans. Les océans, on le sait, c'est un peu la frontière du XXIe siècle. Dans les océans, il y a d'abord de la régulation climatique, hein, puisque ça piège le carbone. Il y a bien sûr des ressources immenses en termes d'alimentation, de santé, mais aussi de transport et d'énergie. Et pour autant, l'océan est pollué, extrêmement pollué. Toutes les études le montrent, et le montrent d'ailleurs d'une manière assez dramatique. Et cette pollution, elle vient essentiellement de la terre et elle vient essentiellement des plastiques. Donc ça, c'est une bataille. Une bataille qui montre aussi qu'une entreprise comme la nôtre, sa responsabilité, c'est de servir un intérêt qui la dépasse, hein, un intérêt d'enjeu collectif, un intérêt d'enjeu général. Alors, Hélène Valade, on a envie de vous croire, mais vous savez comment sont les êtres humains. Ils sont sceptiques quand ils entendent le discours d'une multinationale. Est-ce que vous... D'abord, le terme multinational est, cher monsieur, connoté. Vous opérez dans 40 pays dans le monde, ouais. Donc vous êtes une multinationale. Absolument. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que votre discours est véridique? Et pour le savoir, il est important pour nous, pour les citoyens, de savoir quel type de reporting vous faites de vos actions. Vos objectifs sont chiffrés. À quel moment est-ce qu'on sait si vous les avez tenus? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que, effectivement, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des entreprises. On considère toujours qu'il y a un décalage entre les ambitions qu'elles affichent et la réalité. Et pour réduire ce gap, c'est la transparence qui joue. La transparence de dire que voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait. Et donc d'être en état de faire un bilan tous les ans. C'est ce qu'on a d'ailleurs toujours fait depuis que les feuilles de route existent. On rend compte des résultats de la feuille de route, ça veut dire qu'on les publie. Et ça veut dire aussi, et ça tout le monde ne le fait pas, qu'on les soumet
à un panel de parties prenantes qui est composé d'ONG, d'experts, de scientifiques, qui nous permet de faire le point et éventuellement de trouver des pistes d'amélioration lorsque l'on considère qu'un engagement ne va pas assez vite. Donc c'est cela qu'on fait et c'est cela qu'on continuera à faire tous les ans. Alors dites-nous en toute sincérité, sur la précédente feuille de route, Oui. quels sont les 2 objectifs que vous avez tenus dont vous êtes la Oui. plus fière Oui. et est-ce qu'il y a 1 ou 2 objectifs Oui. que vous n'auriez pas tenus? Bien sûr. Il y a 2, puisque vous m'interrogez sur 2, il y a 2 objectifs dont on est assez content parce qu'effectivement on les a atteints. Le premier, c'est justement celui qui concernait l'économie circulaire, c'est-à-dire le ratio de la matière valorisée versus la matière éliminée. Bon, et donc ça a accompagné le chemin de privilégier la valorisation sur l'élimination. On avait un ratio qui devait être égal à 2, on est à 2,2, donc on a atteint cet objectif. Même chose sur l'équipement de nos consommateurs finaux en télérelève qui permet la maîtrise de la consommation d'eau. On avait un objectif de 20% d'équipement de ces clients, il a été atteint également. Voilà, il y en a d'autres, mais je cite les deux principaux. En revanche, il y en a que nous n'avons pas atteints, et notamment un qui concerne justement le taux de femmes dans l'encadrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a continué à avoir de l'ambition là-dessus, et pour être tout à fait transparente, nous avions un objectif de 30% de femmes dans l'encadrement. En 2016, nous en sommes à 28%. Voilà, donc l'objectif n'est pas atteint, même si effectivement il y a des différentiels. Pas loin, vous êtes sur la trajectoire. On est sur la trajectoire, vous avez raison. Mais on ne l'a pas atteint avec des différentiels en fonction des pays, évidemment, et en fonction de la place des femmes dans les pays en question. Et donc c'est ça qui nous aide aussi à mettre le paquet, si je peux me permettre cette expression, dans certains pays où on sait que c'est plus compliqué d'avoir des femmes dans l'encadrement. Vous parleriez d'un engagement de l'entreprise Suez pour ces valeurs du développement durable? Une conviction d'abord. Et je crois que c'est très important qu'un président, qu'un directeur général soit convaincu de tout cela. Jean-Louis Chaussade, qui le porte, et cette conviction est extrêmement forte, il l'exprime. Ils en parlent d'ailleurs maintenant fort bien, hein. C'est plus un sujet qui appartient aux directions des développements durables ou aux directions environnementales. Donc c'est une conviction d'un directeur général qui cascade après. Et ça, c'est essentiel. Alors, question clé à propos de votre modèle économique. Est-ce que cet engagement, développement durable, qui bouleverse votre façon de fonctionner, qui vous réinterroge au quotidien dans vos unités opérationnelles, est-ce que ça influe sur votre performance économique? Dans le rapport intégré que nous avons publié cette année, on a pour la première fois présenté ce qu'on appelle les succès commerciaux. On peut préciser juste rapport intégré, c'est votre rapport annuel qui intègre tous les éléments du développement durable. Vous n'avez pas un rapport séparé? Absolument. Le rapport intégré, c'est un rapport qui, chez Suez, remplace le rapport d'activité et le rapport de développement durable, et qui essaye de mettre en scène une performance de l'entreprise qui n'est pas simplement financière et économique. C'est pour ça qu'on l'appelle intégré. Donc ça veut dire que les succès commerciaux, on les présente plus simplement en disant, ben voilà, on a un grand succès en termes de chiffre d'affaires, mais on essaye de voir, en l'objectivant par un certain nombre d'indicateurs, ce que ça a permis en termes d'émissions, par exemple, de gaz à effet de serre évitées, ou en termes de création d'emplois que ça a permis. Mais qu'en disent vos actionnaires? Est-ce qu'ils gagnent davantage de valeur qu'auparavant? Alors ça, c'est tout le sujet qui, en ce moment, est en train d'agiter la sphère économique, c'est comment objectiver cela. Alors, on sait que ça ne nous pénalise pas, parce que bien au contraire, le chiffre d'affaires est en progression et la valeur de Suez elle-même aussi. Et la rentabilité? Et la rentabilité aussi, que nos analystes financiers de plus en plus nous interrogent sur ces sujets. Les roadshows devant les analystes financiers comprennent maintenant des questions sur ces aspects du développement durable. Donc on voit que ça va dans ce sens-là, et que cette aspiration à la preuve d'une performance globale est dans l'intérêt à la fois des analystes financiers et de nos clients, et notamment de nos clients industriels qui ont la même demande. Donc lorsque Suez fait de la protection de la ressource, de l'économie circulaire, etc., fait éviter à ses clients des émissions de gaz à effet de serre, il contribue à l'atteinte des engagements de ses clients industriels. On vient par exemple de signer un partenariat avec L'Oréal, c'est cela, c'est comment peut-on contribuer aux engagements de développement durable de L'Oréal. Et comment vous le faites avec L'Oréal? On est en partenariat sur de l'innovation
Donc on est en train d'examiner l'ensemble de leurs enjeux et on va chercher les solutions pour les emmener encore plus loin en fonction de leurs attentes et de leur vision de leur propre avenir. Merci beaucoup, Je Hélène vous en Valade, prie. de nous avoir reçus chez vous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour une autre émission Stratégie durable sur mediatico.fr.